Première fois qu'il est cité, j'ai eu la chance de la voir. Il y a un institut aux États-Unis, qui est le Jewish Institute à Cincinnati, et vous avez un spécialiste qui s'appelait Ben Zion Wacholder. Lui et son équipe, ils ont trouvé 3 pages, 3 feuillets écrits de la main de Jacob Frank et 3 de ses disciples. Alors je vais vous lire le petit passage. Donc il part d'un document comportant 4 pages. Les pages 1 et 2 comprennent 30 lignes chacune. La page 3, 28 lignes. Et la page 4, 15 lignes. Ce qui représente au total 103 lignes. Les auteurs de la lettre, dont les noms apparaissent sur les 3 dernières lignes du document, sont Shlomo ben Elisha Shor, son frère Nathan Nata et Yeroham ben Hanania, qui ont pris la tête du mouvement franquiste après la mort de leur maître, Jacob Frank, en 1791. Ce document est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que les originaux qu'ils ont trouvés exposent la pensée franquiste et exposent en particulier tous les événements du 19e, 20e siècle, et jusqu'à notre époque, avec la révolution bolchevique, la chute de la monarchie fin 18e, le nazisme, Vatican II. Je vais vous citer l'objectif, la pensée, la doctrine de Jacob Frank. C'est la première fois que c'est dit en public. Je cite Ben Zion Wacholder. Frank écrit de manière obscure, évitant le discours direct, ne communiquant son message que par l'emploi de citations bibliques et zohariques, son style consistant à agglutiner divers textes bibliques et zohariques a de quoi déconcerter le lecteur. Mais l'ensemble du message n'en passe pas moins et peut se résumer ainsi. Premier point, Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe, dans le cas de l'Apocalypse. Deuxième point, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire Rome, christianisme, pour en fait le pourrir de l'intérieur. C'est Vatican II. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Quatrième point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. On a tout le programme exposé et résumé de la pensée franquiste et tous les événements du 19e siècle, fin 18e, 19e, 20e et début 21e siècle sont la conséquence de tout ce programme. Je peux vous dire que dans mon livre Atlas du mondialisme, j'ai tenté d'expliquer en tout cas la pensée franquiste en lien avec Isaac Luria, mais de montrer une sorte de super note de synthèse, l'élément moteur qui explique donc la situation actuelle, parce que ce qu'on vit n'est que la conséquence d'un long travail de sape. Le fameux couple, Nicolas II et sa femme Alexandra Feodorovna, princesse allemande Alix de Hesse-Darmstadt, étaient très liés à Raspoutine. Raspoutine, moine débauché. Et on peut s'étonner du comportement de ce couple pieux lié à cet homme qui avait une vie de débauche. Et on peut expliquer cette raison, ce comportement, en raison donc du fils de ce couple impérial, le petit Alexis, qui était hémophile. C'est-à-dire que quand il saignait, ça ne se cicatrisait pas et le sang coulait. Et Raspoutine arrivait à calmer et à arrêter le flot sanguin et à sauver l'enfant. Miracle ou prodige ? Le miracle est divin, le prodige il est diabolique. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer les raisons profondes permettant de comprendre que la cour de Russie était en fait contaminée par les idées franquistes, par le franquisme, l'occultisme, la magie et tous ces dérivés. Jacob Frank a lancé un mouvement de perversion de se convertir au catholicisme, mais dans le but de détruire le système de l'intérieur. Il le dit d'une manière tout à fait claire. Et il eut en particulier un petit cousin qui s'appelait Junius Frère, enfin Moses de Brusca, dit Franz Thomas von Schoenfeld, qui va prendre le nom, au moment de la Révolution française, le nom de Junius Frère, qui va s'introduire et favoriser la diffusion de ses idées. Jacob Frank avait une fille, Ève Frank. Et Ève Frank va être la maîtresse de l'empereur d'Autriche, Joseph II, mais va être aussi liée au monde russe. Plusieurs acteurs ont joué dans cette histoire. Les idées de Jacob Frank ont touché en particulier un homme appelé, et surtout sa descendance, à avoir un impact terrible dans le monde d'aujourd'hui, Mayer Amschel Rothschild.
dont l'ascension est due à une autre dynastie financière, les Oppenheimer. Il faut savoir que c'est en 1757, vers 1757, qu'un certain Oppenheimer embauche un jeune apprenti de 13 ans, le Mayer Amschel Rothschild, pour le former aux techniques financières. Et dans cette époque du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières, vous allez avoir ce Mayer Amschel Rothschild qui va se rallier aux idées franquistes, aux idées d'un renouveau et d'une laïcisation de la religion. Et pour cela, il va jouer un rôle capital, dans ce sens qu'il va être le banquier d'une des plus grandes fortunes d'Allemagne du XVIIIe siècle. Ce prince allemand électeur s'appelait Guillaume de Hesse-Kassel. Et Guillaume de Hesse-Kassel, à la tête d'une fortune colossale due à la location de soldats allemands de Hesse au roi d'Angleterre, George II, dans sa guerre contre les Américains, les insurgés américains, en 1776. C'est très intéressant de voir les liens entre la finance et le milieu spirituel. Pourquoi ? Je vous parlais de Jacob Frank, qui avait un petit cousin, Junius Frey, qui va en particulier être à l'origine de la création d'une organisation, d'une sorte de secte, mêlant à la fois Kabbale, franquisme et christianisme, évidemment un christianisme abattardi, les frères asiatiques. Frères asiatiques qui est vraiment dans le degré de pureté de mal et de perversion au top niveau. Et lorsque Junius Frey va passer la main en 1786 à son successeur, le successeur en question, c'est Charles de Hesse-Kassel, le frère de Guillaume. Donc c'est très intéressant de voir que vous avez les deux frères Kassel, Guillaume de Hesse-Kassel à la tête d'une des plus grandes fortunes d'Allemagne, qui a comme banquier Mayer Amschel Rothschild. Ce Guillaume qui a un frère, Charles de Hesse-Kassel, qui se retrouve à la tête d'une secte maçonnique, ésotérique, kabbaliste, franquiste. Enfin, vous faites une purée de tout ça. Et il suffit de lire pour cela, puisque c'est pas conspirationniste, mon cher Jean-Michel, de lire les livres de Gershom Scholem sur Junius Frey, qui m'a quand même coûté $300, parce que le livre, il est introuvable, et aussi des écrits d'une excellente biographie de Fritz Backhaus, directeur du musée du judaïsme de Francfort, et qui a fait une étude sur Mayer Amschel Rothschild très intéressante, en particulier en s'appuyant sur les archives Rothschild du fonds d'archives Rothschild de Londres. Et d'ailleurs, il remercie beaucoup une certaine Mélanie Aspect, qui est la directrice de ce fonds d'archives. Donc c'est très intéressant de voir qu'au moment de l'époque de Jacob Frank, vous avez une association de la puissance financière de cette grande famille allemande, des princes allemands, les Kassel, dont un, Guillaume de Hesse-Kassel, a comme banquier Mayer Amschel Rothschild et qui a comme frère Charles de Hesse-Kassel à la tête des frères asiatiques, organisation maçonnico-kabbaliste franquiste créée par le petit cousin de Jacob Frank. Les deux frères Kassel, Guillaume et Charles, étaient les petits-fils par leur mère du roi d'Angleterre George II, liés donc à la City de Londres. Donc voir tous ces liens. Et pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque Napoléon Ier est arrivé, Révolution française, Napoléon Ier, etc., il va détruire le Saint-Empire romain germanique. Et il va mettre en place la Confédération du Rhin, qui va être dirigée par un illuminé de Bavière, qui va avoir le titre officiel de prince primat de la Confédération du Rhin, qui s'appelait Dalberg. Et Dalberg va être très lié au Rothschild, puisqu'il va avoir Mayer Amschel Rothschild comme banquier. Donc vous voyez toute la configuration. Et vous avez un autre personnage qui intervient, c'est le consul allemand au service du tsar. On va commencer à avoir la petite connexion. Alexandre Ier, qui s'appelait Simon Maurice von Bethmann, protestant. Donc le protestantisme, je le rappelle, c'est toujours du christianisme judaïsé, qui travaille main dans la main avec le tsar en tant que consul, mais aussi avec Dalberg, financé par Mayer Amschel Rothschild, et donc tout un relais politique, financier et d'espionnage. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je vous ai dit que Jacob Frank avait une fille, Ève. Et après la mort de Jacob Frank en 1791, sa fille, Ève, va continuer à avoir une cour et à influencer la politique par des rencontres, etc. Et chose très intéressante, en 1813, la fameuse bataille des Nations, Napoléon est battu et dans sa fuite, il va passer dans la maison, dans la propriété de Simon Maurice von Bethmann, le consul allemand au service du tsar,
il quitte cette maison et quelques jours plus tard, Alexandre Ier arrive et rencontre Simon Maurice von Bethmann pour voir qui? Ève Franck, et discuter avec elle. Et c'est très intéressant de lire qu'en fait, le tsar Alexandre Ier était imprégné d'un idéal maçonnico-ésotérique. Il voulait le syncrétisme entre le judaïsme et le christianisme. Chose qui était soutenue par Mayer Amschel Rothschild, qui avait en particulier un de ses collaborateurs qui s'appelait Zygmunt Geisenheimer, qui a été le premier à créer au tout début du XIXe siècle les premières loges maçonniques réunissant à la fois chrétiens et juifs. Donc c'est cet aspect de christianisme judaïsé. Eh bien, Alexandre Ier veut favoriser ce syncrétisme, et c'est très intéressant de lire que cette chose est confirmée par Alexandre Solzhenitsyn dans 2 siècles ensemble. Je vais le citer. En 1817, la société missionnaire anglaise envoyait en Russie l'avocat Louis Weil, militant de l'égalité des droits pour les Juifs, dans le but spécifique de se familiariser avec la situation des Juifs de Russie. Il eut un entretien avec Alexandre Ier, à qui il remit une note. Profondément convaincu que les Juifs représentaient une nation souveraine, Weil affirmait que tous les peuples chrétiens, puisqu'ils avaient reçu le salut des Juifs, devaient leur rendre les plus hauts hommages et leur témoigner leur reconnaissance par des bienfaits. En cette dernière période de sa vie, empreint de dispositions mystiques, Alexandre devait être sensible à de tels arguments, lui-même, comme son gouvernement, redoutait de toucher d'une main imprudente aux règles religieuses des Juifs. Alexandre nourrissait un grand respect pour le peuple vénérable de l'Ancienne Alliance. Je rappelle que le judaïsme du Talmud n'a strictement rien à voir avec le judaïsme d'avant le Christ. Donc je reprends la phrase. Nourrissait un grand respect pour le peuple vénéral de l'Ancienne Alliance et compatissait à sa situation présente. De là ses recherches utopiques en vue de faire accéder ce peuple au Nouveau Testament. À cet effet fut créée en 1817, avec le concours de l'empereur, la Société des chrétiens d'Israël. C'est Solzhenitsyn qui parle. C'est-à-dire des juifs convertis au christianisme, pas nécessairement à l'orthodoxie, auxquels échurent d'appréciables privilèges. Ils avaient le droit, partout en Russie, de commercer et d'exercer divers métiers sans s'inscrire dans les guildes ou les ateliers, et ils étaient affranchis, eux et leurs descendants, pour toujours, de tout service civil et militaire. Néanmoins, cette société ne connut aucun afflux de juifs convertis, et c'est ça bientôt d'exister. Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, tome 1, page 93.